Bonsoir, bienvenue à tous. Donc pour cette rencontre autour d'un verre, la dernière du premier semestre, on va dire ça comme ça, juste avant les grandes vacances. Ce soir on accueille donc Alain Boiron, voilà, autour du contrat de service agile. Donc je vais laisser après se présenter et puis présenter le sujet. Sinon, je voulais également vous dire que la prochaine rencontre aura lieu normalement, je dis normalement, ici, le 15 septembre. Voilà, et donc on fera apparaître sur le site et vous recevrez une petite invitation, voilà, quand on aura le conférencier et le thème. On peut rappeler le principe des conférences autour d'un verre, Adélie Vas-y, Pierre, exprime-toi sur le sujet. Qu'est-ce que tu veux dire quelque chose? Simplement rappeler, en particulier pour la vidéo, que des conférences Adélie autour d'un verre ont lieu tous les mois. Voilà, qu'allait dire organiser ces conférences tous les mois avec des personnes extrêmement en pointe sur les sujets qui permettent de faire surtout une excellente entre guillemets vulgarisation de différents sujets et de faire un point de l'état de l'art sur beaucoup de sujets sans rentrer dans le jargon bien souvent, et c'est une très grande qualité de ces conférences qui sont régulièrement et qu'on peut regarder et re-regarder voilà, sur internet. Si on est adhérent, uniquement. Ça y a la peine du trésorier. Bien, merci d'abord de m'accueillir pour cette conférence que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cette pratique de l'Adélie, mais maintenant je connais. Donc nous allons parler d'un travail qui a été fait en commun par un certain nombre de personnes, dont quelques-unes sont dans la salle d'ailleurs, autour du contrat de service IT Agile. Je vais en dire un petit peu plus ensuite, bien entendu, sous l'égide de l'ITSMF, dont je dirai aussi quelques mots en conclusion. ITSMF que je ne présente pas, je pense que chacun connaît un peu cette noble institution. Alors, quel a été un peu le point de départ de notre réflexion? On s'est dit, voilà qu'on parle maintenant d'agilité dans les projets, voilà qu'on parle de contrats de développement agile, et on s'est dit, mais comment ceci pourrait se transposer à l'univers du service IT, qui est le fond des sujets, en particulier d'organisations comme ITSMF. Donc, pour traiter ce sujet qui est une première, parce qu'il n'y a pas grand-chose de publié sur le sujet, en tout cas concernant les services IT, on a mis autour de la table une double assemblée, bien entendu, de volontaires d'abord, parce que quand il s'agit de rédiger un livre blanc, en général, les doigts ne sont pas nombreux à se lever, de volontaires, donc nous avions Thomas, nous avions Martine, et puis un certain nombre d'autres personnes, venant d'horizons différents, assez globalement consultants, mais aussi quelqu'un d'Air France, mais aussi le DSI des Galeries Lafayette BHV qui a accepté de faire la préface, enfin l'introduction de ce livre blanc, en parlant d'une première expérience qui a été faite les mois passés par les Galeries Lafayette BHV à propos de la contractualisation de leur service IT dans le cadre d'une infogérance en fait. Service. Donc, nous avions le thème, nous avions l'effectif, j'allais dire les bras, non, les cerveaux, hein, donc il ne restait plus qu'à se mettre au travail et à trouver un peu un fil directeur. Alors, comme il s'agissait finalement d'une sorte d'état de l'art, finalement, d'une photo, on parlait d'état de l'art tout à l'heure, c'est un petit peu ce qu'on a cherché à faire. On a essayé de se poser la question de savoir d'abord au fond de quoi on parlait, et surtout quel était le malaise par rapport à nos nobles contrats d'infogérance ou de services récurrents que l'on pratique depuis pas des millénaires, mais en tout cas des décennies, et qui finalement, bon an mal an, permettent au DSI d'externaliser et de fonctionner. Donc qu'est-ce qu'on pouvait reprocher à ces pauvres malheureux contrats? La deuxième idée, on s'est dit, mais au fond,
puisqu'on veut essayer d'introduire l'agilité, qu'est-ce que l'agilité? De quoi on parle quand on parle d'agilité? Ensuite, on a remonté la mécanique en disant voilà les points d'amélioration qu'il faudrait pouvoir apporter à ces contrats, à cette contractualisation, à ces relations classiques, on va dire. On a ensuite rédigé un chapitre qui fut le 4e sur les points forts, les points clés qu'il faudrait essayer de pousser dans ces contrats. Et puis, pour conclure, on s'est essayé un exercice qui n'est pas très très facile, mais donc on espère qu'il est en partie réussi, vous pourrez le voir, ou même, on pourra échanger en tout cas dessus, qui a été de dire au fond, si je devais, pour répondre à 2 questions finales, finalement, si on devait se mettre autour d'une table et boire un verre, comme on fait ce soir, et se poser deux types de questions. La première série, ce serait quelles sont les quelques clés qu'il faudrait introduire pour avoir un contrat qui soit de nature agile. Alors, au début, on avait appelé ça les 10 commandements, mais on s'est dit que c'était un petit peu formel quand même, donc on est passé sur des clés de succès, des choses un peu plus classiques. Et puis, la deuxième série, c'était essayer de faire un exercice d'auto-évaluation, une sorte de checklist du contrat, en fait, qui permette d'aller regarder dans le contrat et de voir en quoi le contrat dont on parle concrètement, là, celui qu'on a sous la main, est agile ou inagile. Quelles sont un peu ses sensibilités, quelle est sa maturité agile, si vous voulez, pour employer des mots plus savants sur le sujet. Voilà un peu le panorama de ce qu'on a essayé de rédiger en quelques feuillets. Alors il y a dedans effectivement pas mal de compilations d'idées des uns et des autres, il y a pas mal de recherches, il y a pas mal de cheminements plus ou moins aboutis, puisque l'idée c'était de faire une première version et de la compléter progressivement à travers des travaux et des ateliers dans le cadre de l'ITSMF qui malheureusement, j'en dirai un peu plus tout à l'heure, m'est amené à arrêter ses activités. Donc l'ITSMF est entre guillemets hors de l'objectif d'ITSMF et que d'autres reprendront le flambeau et le sujet est sur la table et il peut continuer à évidemment se développer, travailler avec des organisations comme la DELIC ou autres, pour enrichir ce sujet qui de toute façon n'est pas une œuvre individuelle, mais encore une œuvre collective et destinée au partage, donc à l'enrichissement collectif. Le CRIP a lancé une demande de réunion pour le 17 septembre pour prendre la succession sur les thèmes IT de l'ITSMF. Très bien. C'est une nouvelle, je n'avais pas cette information. Elle arrive aujourd'hui. D'accord. Voilà. Effectivement, on échangera un petit peu Donc, plus sur le sujet ensuite, mais effectivement, c'est intéressant de savoir le club de production. Alors, plutôt, oui, de production informatique. Ils avaient un atelier IT qu'ils avaient commencé. Ils avaient un atelier IT, C'est un peu très très en balbutiant. Mais ils se proposent de continuer. Donc on reviendra sur le sujet ensuite parce qu'effectivement c'est un moyen de faire rebondir un certain nombre de sujets dont celui-là. Voilà, alors un peu le cadre étant dressé, on va pouvoir avancer. Donc on sait que les pratiques agiles sont nées, on le disait, dans les contraintes de développement informatique, avec une idée qui était de dire finalement quand on écrit la note de cadrage d'un projet informatique ou même quand on fait le business case, on a écrit une feuille de papier et à la fin de la spécification, on va avoir un document comme ça. Donc forcément, il s'est passé quelque chose entre les deux et le quelque chose signifie qu'on ne sait pas ce qu'on veut en fait en pratique. Donc il a fallu trouver un chemin un peu plus rationnel que celui qu'on avait l'habitude, peut-être un peu ingénieur, peut-être un peu trop ingénieur, de faire les choses de manière rationnelle, construite et successive, en se disant il faut laisser un peu plus d'imaginaire passer là-dedans. Et l'imaginaire, c'est un imaginaire rationnel. L'imaginaire, c'est effectivement ce qu'on appelle l'agilité, c'est-à-dire une logique incrémentale, c'est-à-dire une logique qui permet de faire évoluer les exigences, etc. Quand on a dit ça et qu'on essaye d'enfermer le sujet dans une boîte qui s'appelle un contrat, là, les choses se corsent un peu, puisque en fait, le contrat, c'est pas trop l'imaginaire. Alors, les gens de l'agilité du développement, en fait, ont essayé, réussi d'ailleurs, à organiser des conventions, des contrats en introduisant ce qu'il fallait de flexibilité pour que l'on puisse fonctionner et faire évoluer justement la prestation en fonction de l'évolution des exigences. Et
point de départ est celui-là. Et c'est donc ce qui nous intéressait et motivait d'ailleurs quand on a abordé le sujet, puisqu'on s'est dit finalement, puisque on arrive à peu près à faire des contrats entre guillemets agiles dans le développement informatique, on va relever un challenge encore plus fort, qui est d'essayer de faire la même chose pour le contrat de service récurrent. Alors là, c'est un peu plus fort et un peu plus difficile parce que la barre est plus haute. Quand on parle d'un contrat, d'un forfait de développement, il a en principe un début et une fin. C'est un projet, donc en général, on peut espérer qu'il a un début et une fin. Si ce n'est pas le cas, c'est un petit peu embêtant. Et donc on est dans un univers relativement borné et relativement court. Enfin, je dis relativement parce que ça dure longtemps, mais relativement court, qui fait que la perspective peut permettre de s'enfermer dans une voie relativement, à condition qu'on y introduise effectivement ce qu'il faut d'incrémental et d'agilité justement pour que les choses puissent évoluer. Quand il s'agit d'un contrat de service récurrent, les choses sont un petit peu plus complexes, au sens que la relation est durable, et que finalement, même s'il y a une phase de projet d'initialisation, la transition, je le trouve dans n'importe quel contrat d'infogérance par exemple, cette phase relativement courte, il va être la première image d'un film qui va se dérouler pendant 24 images par seconde. Ensuite, la transition à l'autre objectif. Et la transition, même s'il est un projet, elle a effectivement un objectif qui est celui d'installer, justement de découvrir le sujet de la plateforme. Donc c'est ça qu'on cherche à faire dans un contrat agile. Donc c'est encore un peu plus compliqué, dirais-je, que sur la vidéo. Et donc, eh bien, ce qu'on a fait, c'est essayer de tirer les ficelles de ça, et d'essayer de mettre sur le papier quelques idées qui permettraient de faire avancer. Alors, quels sont les points d'achoppement en fait de ce qu'on trouve en matière de contractualisation actuellement? D'abord, on a une pratique évidemment de contrat de service récurrent par rapport auquel on a institué ce qu'on appelle les meilleures pratiques. Donc, vous avez dans l'ISM par exemple des tas de choses très intéressantes sur la façon d'organiser des relations de service récurrentes. Et c'est bien, c'est déjà un premier pas. Mais les limites que l'on trouve à ça, c'est effectivement qu'on a quand même tendance à enfermer la relation, par exemple, dans une forfaitisation qui est parfois, pas toujours, mais parfois excessive, à enfermer ça dans une gouvernance un peu rigide, etc. etc. Donc, finalement, à partir d'une bonne volonté, de bonne pratique, on finit par en fait encadrer cette relation qui se voudrait évolutive dans un carton qui fait qu'en fait elle est coincée. Donc ça c'est la première remarque qu'on peut faire. La deuxième, c'est que de même que l'évolution, la caractérisation du besoin dans un contrat de développement est progressive, la relation de service récurrent est nécessairement évolutive, puisque nos diables de société ont l'habitude de changer tous les jours. Le changement est permanent, mais c'est pas un mot de le dire, c'est-à-dire que ça bouge en permanence, et plus ça va, je crois, il me semble que plus ça va, plus ça bouge, et moins les organisations sont stables dans leur projet comme dans leur organisation. Donc, il faut tenir compte aussi de cet état de choses. Donc c'est des deux grands points en fait, sur lesquels on peut effectivement se dire que la relation classique, le contrat classique, atteint un peu ses limites. Alors, si on essaye d'introduire maintenant de l'agilité là-dedans, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer? On va aller rechercher, donc, dans les principes de l'agilité, trois grandes idées. La première, c'est une idée de collaboration, de manière à construire une relation qui permette d'évoluer vers un objectif commun, lui-même évolutif. Donc, au lieu de négocier, on va essayer plutôt de collaborer. Alors, ce n'est pas une trouvaille, parce qu'en fait, la collaboration, c'est un principe de base du contrat, en fait, qui impose, on verra, qui impose aux parties de se mettre d'accord, de s'entendre et de collaborer ensemble. Sauf que c'est enfermé dans un sabir parfois et dans une relation contractuelle tellement rigidifiée qu'on oublie le principe même de la collaboration. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de réintroduire dans l'agilité, dans le contrat agile. La deuxième idée, elle n'est pas facile à mettre en œuvre, c'est la transparence. Transparence, c'est-à-dire transparence sur ses capacités, sur les capacités des deux parties, sur les performances et leur réalisation et leur atteinte, sur les difficultés rencontrées,
et sur les risques. Et les adducteurs de coûts, j'imagine. Alors, Ou alors, c'est presque second, on va dire, parce que justement, bonne remarque, c'est-à-dire qu'on a tendance à mettre en avant obligation, coût, forfait, etc. Et il y a autre chose avant, c'est se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire ensemble. Un petit peu comme l'affection sociétatis qu'on trouve quand on crée une société avec quelqu'un, finalement. Un contrat de service récurrent, c'est quand même un engagement dans la durée qui ne s'apparente pas tout à fait au contrat d'entreprise. C'est un contrat, c'est pas le contrat d'entreprise, c'est un autre mot, c'est un mauvais mot, au contrat d'association dans une société. Hein. C'est pas aussi durable, mais c'est quand même une relation assez pérenne, d'accord? Donc si au départ il n'y a pas une volonté de faire quelque chose ensemble, ensuite on va parler de création de valeur en fait, quelque part on a raté une partie de la relation au départ. On a construit une relation ratée dès le départ. Donc le coup il viendra évidemment, on en parlera, on ne l'oubliera pas, mais c'est presque secondaire, je veux dire. Ça ne peut être que, le coup ne peut être que la rémunération de la valeur créée. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et puis la troisième idée, donc je disais collaborer pour atteindre un objectif commun, je disais être transparent sur les capacités, les besoins, etc. Et puis s'adapter au changement. C'est-à-dire on sait que le métier du client en particulier, au sein duquel on construit notre système d'information et notre contrat de service agile, on sait que ce métier va bouger, donc il faut absolument organiser la relation autour de ça. Je vous passe donc les fondamentaux de l'agilité, parce que vous les connaissez, ils sont résumés en fait à travers ça, hein, c'est-à-dire effectivement, c'est le client qui donne la valeur, hein, qui donne l'indication de la valeur. Il n'y a pas de pérennité du sujet sans maîtrise des risques et des choses associées, etc. etc. On est complètement dans la logique du manifeste agile que vous connaissez. Alors, de ça, on va essayer de tirer un certain nombre de bénéfices. D'abord, une idée d'alignement opérationnel continu, hein, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte qu'on s'aligne en permanence sur les besoins opérationnels de notre cher client et de son métier. L'ajustement de la qualité de service, non pas par rapport à une cible initiale qui ne bougerait pas, mais par rapport à une cible qui évolue et qui va falloir justement trouver le moyen d'adapter en cours de route. Donc il va falloir gouverner en fait cet ajustement de la qualité de service et de la production de valeur. Évidemment, le maintien d'une cohérence technologique, car effectivement, non seulement les métiers changent, mais en plus on a un métier qui est terriblement compliqué parce que tous les jours ça change en termes de concepts, de méthodes, d'outils, etc., de standards, par exemple. Donc tout ceci, il va falloir effectivement aussi arriver à définir des règles d'évolution qui permettent de le faire. Gérer les risques, maîtriser le couple valeur-coût, donc ça revient sur le sujet qu'on évoquait à l'instant. Hein. Et puis innover, permettre, se différencier dans le sens, se différencier au sens de la valeur apportée au client, c'est-à-dire ce qui crée de la valeur pour le client, c'est le moyen quand il fait le choix d'un partenaire, c'est de maintenir sa différence ou de se différencier par rapport à ses concurrents. Et c'est du côté du fournisseur, c'est effectivement d'avoir un business model qui soit différenciant pour pouvoir effectivement vendre mieux son affaire à lui que celle de ses concurrents. Donc cette notion de différenciation, elle est assez intéressante et assez forte. Et puis, enfin, augmenter la valeur et la rentabilité du contrat. C'est ça qu'on essaye de tirer. Alors, est-ce que c'est pas une utopie? Est-ce que c'est pas une utopie? Alors, pour être très honnête, on n'a pas, nous, réussi à résoudre l'équation. On a apporté quelques idées, on espère qu'elles paraîtront intéressantes et que vous pourrez, à partir de ça, vous-même construire et en avoir de bien meilleurs. Hein. Mais on s'est dit que au fond, il fallait avoir par rapport à ça une logique de maturité. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que sur la planète, des gens sont capables de faire l'exercice, etc., de dire qu'on va faire un contrat de service qui sera absolument parfait. Je n'ai pas l'honneur de les connaître, il ne me reste plus beaucoup de temps d'ailleurs pour les rencontrer. Professionnellement, je veux dire. Donc on a essayé d'avoir une approche un petit peu plus pragmatique. On consiste à dire, voilà, quelques ingrédients de maturité sur lesquels on pourrait agir, on pourrait exercer des leviers pour faire bouger les choses dans le sens du contrat agile, et en se disant qu'au moins le contrat qui serait ainsi formé serait peut-être un peu moins rigide, un peu moins inagile, à défaut de pouvoir être complètement agile, un peu moins inagile que ce qu'on a l'habitude de faire par ailleurs. Voilà un peu le propos
et l'inspiration agile par rapport à ça. Alors après, on s'est posé la question de savoir ce que serait une relation agile. Enfin, quels seraient ses fondamentaux, ses piliers. Alors, on est rentré après dans des débats de juristes un peu quand même, parce qu'on parle quand même bien d'un contrat. C'est pas le pays des bisounours, c'est une relation contractuelle. Il y a bien des engagements et des obligations et des choses très désagréables qu'il faut écrire, qu'il faut contractualiser. Et on disait d'ailleurs que c'est pas le contrat qui agit, c'est la prestation, voire mieux la relation qui doit être agilie. Le contrat, il est ce qu'il est. Alors, on a essayé de voir à travers ça ce qu'il faudrait donc trouver comme levier. À défaut, encore une fois, de pouvoir être capable de non seulement d'édicter un contrat modèle, mais surtout de faire évoluer le droit. On n'est pas en situation là pour l'instant de dire on va faire évoluer le droit, ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire la règle du droit, la règle de droit appliquée par les juristes, par les avocats, par etc. On va travailler avec cet arsenal-là, c'est ça qu'on cherche à faire. Alors, on s'est posé des questions diaboliques sur des notions d'engagement de moyens contre l'engagement de résultats. Et pour faire court, en fait, on a décidé que ce n'était pas une vraie question. Et je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que, en fait, ceci est une affaire de juriste. Vous savez ce qu'est un engagement de résultat. L'obligation que je me mets d'atteindre un résultat convenu. Je dis, voilà, je vais atteindre ce résultat-là et je mets ma tête sur le billot que j'atteindrai ce résultat-là, quoi qu'il arrive, et sinon, je me fais arracher. L'obligation de moyens, qu'on lui oppose toujours en disant il vaut mieux, quand on est client, avoir que des obligations de résultat vis-à-vis de son fournisseur, et quand on est fournisseur, il vaut mieux n'avoir que des obligations de moyens, c'est beaucoup mieux. L'obligation de moyens, c'est un engagement que l'on prend, l'obligation que l'on prend, d'atteindre, de mettre tout en œuvre pour atteindre un résultat convenu. Donc il y a bien effectivement une notion de résultat convenu de toute façon. Ce qui change, c'est essentiellement est-ce que j'ai mis les moyens ou pas finalement, et donc c'est une notion de charge de la preuve qui est là. Donc quand on se bagarre entre nous, clients et fournisseurs, on se dit je veux une obligation de résultat, je veux une obligation de moyens, etc. En fait, on fait le boulot des avocats et des juristes. On va leur laisser ce travail qu'ils font fort bien, et on va oublier un petit peu ça. Pourquoi je dis ça sur un ton un peu souriant, c'est qu'en fait, quand on prend un contrat quel qu'il soit, il y a maintenant un mélange de toute façon d'obligation de résultat, d'engagement de moyens, d'engagement de résultat, d'obligation, etc. Et tout ceci est tricoté de façon à construire une relation et un contrat, si possible robuste, et vu du juriste qui doit le défendre, si possible plaidable. Voilà. Donc, vous voyez qu'on ne sait pas, on en a écrit une page et demie, mais en fait, c'était pour s'en débarrasser. Par rapport à ça, il y a quand même une notion qui apparaît, et qui c'est pas nous qui l'avons inventée, elle vient de loin, cette notion, on trouve sous le terme de convention de service, SLA, OLA, enfin, tous les vocabulaires qui vont à travers ça, qui sont en fait un cadre relationnel définissant des objectifs convenus à côté du contrat, à côté ou dans le contrat, mais souvent c'est effectivement un document qui est plutôt à part. Et donc on a un contrat qui cadre les obligations réciproques de chacun au plus haut niveau, j'allais dire de société à société, et puis un document qui est davantage un document de travail, qui est une convention de service à SLA, etc., qui va permettre de piloter le contrôle quotidien. Donc il y a une sorte déjà de démembrement, en fait, si vous voulez, qui existe de la relation contractuelle. Et si on la pratique au quotidien, on sait bien que on va faire des comités de pilotage et des comités opérationnels qui vont effectivement faire tourner la boutique. Et puis simplement un jour, on sortira l'arme atomique si on est vraiment fâché. Mais il vaut mieux éviter de la sortir parce que quand on l'aura tirée, il ne restera plus grand-chose. Un peu la même logique que celle de... Alors, d'autant que, dans ces contrats, on retrouve cette obligation qu'on trouve un peu dans l'agilité tout à l'heure, là, de coopération entre clients et fournisseurs. C'est une obligation qui est faite dans la relation, dans un contrat d'entreprise, dans un contrat de service. C'est la jurisprudence qui le dit. Obligation de collaborer entre clients et fournisseurs.
et que celui qui ne fait pas ce qu'il faut pour collaborer ou pour exprimer ses exigences, et du côté du client et du côté du fournisseur de faire son travail de conseil, s'il n'y a pas cette collaboration qui existe, celui qui ne collabore pas, finalement, aura tort. Vous voyez, finalement, les choses ne sont pas si dramatiques que ça du côté du droit positif. Alors, avoir une relation exprimée dans un contrat qui pose des obligations et des engagements de chacun, c'est l'ordre normal des choses et il faut le faire et il n'y a pas besoin d'en changer. C'est pas là-dessus que le débat va porter. L'idée, c'est effectivement, dans le cadre de l'engagement à agir, c'est de rechercher un partage de valeurs. Alors ça, on peut revenir un petit instant sur le droit, encore une fois. On nous dit qu'une obligation sans cause, c'est le code civil qui nous parle, ne peut avoir aucun effet. Il faut qu'il y ait l'existence d'une cause licite. Alors, vous savez, la cause licite, c'est je n'ai pas le droit de faire un contrat sur des choses qui ne seraient pas bien, que la morale et l'honnêteté prouveraient, mais tout le reste est à peu près interdit pourvu que ce ne soit pas interdit par la loi. Donc cette notion de cause, elle est complètement essentielle dans le contrat. C'est pourquoi est-ce que j'ai contractualisé. Et vous savez, dans un contrat, c'est ce qu'on trouve, c'est l'entrée en ligne en disant les parties se sont réunies, elles se sont mises d'accord, elles ont trouvé que la société Intel avait tel besoin et que son fournisseur pouvait y répondre par son professionnalisme. C'est la cause du contrat. Et donc, une première idée de la cause du contrat, c'est d'aller un petit peu plus loin que d'énoncer des choses un petit peu triviales et banales. C'est d'énoncer la valeur que l'on cherche à créer à travers ce contrat. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on recherche? Je veux effectivement externaliser l'exploitation de mon informatique. Fondamentalement, pourquoi? Et je suis le fournisseur, je veux prendre fondamentalement pourquoi je veux le faire. Donc, c'est d'exprimer cette notion de cause et de valeur, surtout au niveau de la cause du contrat. Et à partir de ça, ça dit qu'une logique de construction. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'on a eu la maturité d'avouer pourquoi on faisait des affaires, faire des affaires, c'est quelque chose d'éminemment malhonnête dans notre société. C'est pas bien de faire des affaires. Donc une fois qu'on a réussi à passer ça, c'est de poser les choses sur la table et de reconnaître qu'il est normal qu'un client cherche de la valeur dans le contrat, qu'un fournisseur cherche aussi à gagner de l'argent dans des conditions convenables et normales, et normées et convenues, etc. Et donc on tire tout un fil à ce moment-là autour du discours qui est tout à fait dans la logique de l'agilité, c'est-à-dire effectivement on va créer de la valeur, pourquoi et comment. Et si ça reste le fil directeur de la relation, ça permettra quand on sera un petit peu fâché, parce qu'au bout d'un moment, ça on peut l'écrire quand on n'est pas fâché, c'est au début. Au bout d'un moment on va se fâcher, donc il ne faut plus écrire des choses comme ça. Au moins ça restera et on saura effectivement quel était le fond, et ça donnera éventuellement d'ailleurs, si on fait intervenir un tiers, un juge, l'arbitre dans l'opération, effectivement, on pourra effectivement peut-être remettre les choses d'aplomb en disant tenez, ce que vous cherchiez c'est ça. Donc cette première idée c'est d'arriver à prononcer et à énoncer la logique de la valeur que l'on cherche à construire dans le contrat. Alors là, quand je parle de valeur, j'ai rien dit, parce que si vous avez essayé, comme j'ai essayé de le faire moi-même, de trouver dans la littérature et dans les pratiques ce qu'était la valeur, c'est compliqué, hein. Il y a tout. Il y a plein d'idées très très intéressantes. On ne va pas s'embêter avec des définitions. Il y en a deux. Il y en a une qui est celle d'utile, qui ont cotisé, j'en connais, sur le sujet, et dans laquelle utile dit des choses parfois intéressantes, je ne vais pas dire le contraire. Et en particulier, les dernières versions d'utile ont apporté deux choses qui sont assez intéressantes. La première, c'est que utile, qui est quand même un référentiel sur la gestion des services IT, dans la version initiale, la version 2 de 2000, on ne définissait pas ce qu'était un service. Plutôt, en fait, il y avait deux définitions du service, suivant que c'était au singulier ou au pluriel. La commode, un métier. Donc, utile de 2011, enfin, le V3 en 2007 et V3 2011 maintenant, a défini ce qu'était un service, qui était un moyen de créer de la valeur pour le client. Après, en mettant des mots un peu compliqués derrière, qui étaient un peu moins compréhensibles. Ce problème, il suffit plus maintenant de définir valeur. Voilà, mais on va y venir. Je ne démissionne pas devant ce sujet. Ce sera notre définition à nous. Je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, c'est un bon point. Et
moyen de créer un service, le moyen de créer de la valeur pour le client. Et évidemment, donc, définissant ensuite ce qu'était la valeur. Et dans ITIL, la valeur se définit par deux notions qui sont l'utilité et la garantie. L'utilité, c'est-à-dire ce que ça apporte, ce que ça me permet de faire, ce que ça évite de faire, ce que ça dispense de faire, donc la notion de bénéfice, d'élimination d'inconvénients, de contraintes, etc. Bon, il est raisonnable d'y ajouter aussi le regret, parce qu'il y a quand même toujours, quand on fait un choix de solution, quel qu'il soit, il y a toujours un petit regret par rapport à notre solution, donc on devrait dire c'est les bénéfices que ça apporte, moins les regrets que ça crée. Voilà, ce serait pas mal de dire ça. Et puis, ça c'est la notion d'utilité, et la notion de garantie, cette fois-ci, qui elle, c'est un petit peu l'instanciation de cette valeur, et surtout l'assurance que le service sera produit selon ce qui a été convenu. Et donc, pour utiliser ça, donc, ITIL va décliner ça sous forme de 4 critères, qui sont les capacités à produire le service, la disponibilité, la capacité instantanée, si je peux la reformuler ainsi, la continuité de service, c'est-à-dire la capacité à restaurer le service quand il est discontinué ou altéré, et puis la sécurité au sens le plus large, c'est-à-dire la sécurité de l'information, la sécurité du service, la sûreté du fonctionnement. Donc voilà une définition qui n'est pas inintéressante, et elle se pratique, et on va la trouver d'une manière très intéressante, au sens qu'elle va être dans les conventions de service, enfin, ce qu'on appelle SLA dans l'IT ou ELA. SLA, c'est les contrats, une relation entre la DSI et ses clients et les externes. Et l'OLA, c'est la relation interne du producteur de service avec ses propres fournisseurs internes. Bon, mais c'est du vocabulaire tout ça, c'est une notion de convention de service qui a ça. Et donc on prend cette notion de valeur normative pour instancier ces SLA et décrire comment la valeur peut être produite. Bon, c'est intéressant, c'est le point de repère. Alors, si on va un peu plus loin, en montant d'un cran dans l'abstraction, si vous voulez, il y a d'autres écoles. On a bien aimé dans la rédaction là l'école de Porter. Porter donc, est un homme américain, un prof américain, qui a beaucoup travaillé sur il a écrit un ouvrage très intéressant, encore actuel, sur l'avantage concurrentiel. Tout le monde connaît la chaîne de Porter, la chaîne de valeur, et qui nous donne des notions intéressantes sur la notion de valeur, au sens qu'il va nous dire que la valeur, c'est deux choses. Enfin, c'est ce que le client est prêt à payer. Et qu'elle se crée, alors je cite de mémoire parce que je n'ai pas de mémoire infaillible sur le sujet, et qu'elle se crée en apportant au client des avantages que d'autres n'apportent pas, ou en réduisant les inconvénients qu'il aurait à jouer à la solution. Alors, en dehors de cette définition qui est intelligente, cette notion qui consiste à dire que la valeur c'est ce que le client est prêt à payer, ça permet de décliner ça en disant mais aussi c'est aussi ce que le fournisseur accepte d'être payé. Dans l'autre sens, c'est vraiment une relation symétrique quelque part. Il faut qu'il ne peut pas y avoir deux poids deux mesures, ça va être uniquement au bénéfice du client ou uniquement au bénéfice du fournisseur. La valeur elle est là, d'accord. Donc ça c'est une première notion qui est intéressante dans ce qu'on va faire de Porter. Il y en a bien d'autres. Et il y en a une deuxième qui nous a paru aussi assez séduisante, c'est l'émergence de la notion de marge. C'est-à-dire qu'on me dit il y a des processus de soutien, des processus de production, etc., et de soutien autour de cela, dans la chaîne de Porter. Et puis, en tête du processus, en tête de la flèche, là, il y a une bande là qu'on appelle la marge. Donc ça veut dire qu'il y a un coût. De l'autre côté de la flèche, il y a un prix. Et entre les deux, il y a une marge. Donc on reconnaît cette notion, qui sont américains, ils y pensent, c'est normal, cette notion de marge. Et cette marge-là, elle donne des idées très intéressantes en termes de création de valeur. Parce que finalement, il y a plusieurs façons de créer de la valeur au sens de Porter, c'est-à-dire du prix que le client est prêt à payer. Soit on parle de marge avant, et la marge, c'est le client qui va la payer, parce qu'il reconnaît l'avantage concurrentiel donné par le service que nous produisons aux fournisseurs, par exemple. Il y a la notion de marge arrière, donc de l'autre côté, vers l'interne, et qui elle-même a deux visages. Un visage, la marge arrière, c'est classique, c'est qu'on entend dans la distribution, je vais aller voir mon fournisseur et à la fin de l'année, je vais lui demander de me donner des sous. C'est la version la plus triviale, la moins bonne image qu'on puisse donner à la marge arrière.
c'est celle-là. Mais ça consiste effectivement à aller du côté de mes fournisseurs, moi producteur de services, et de leur dire, bah, écoutez, qu'est-ce que vous pourriez faire pour le même prix? Est-ce que vous pourriez créer plus de valeur ou plus de services pour le même prix? Première composante de la marge arrière. Et deuxième composante, c'est la marge interne, c'est-à-dire en fait, est-ce que je peux optimiser mes processus en termes d'efficacité, en termes d'efficience, etc., pour les rendre plus productifs. Donc vous voyez, en fait, que quand j'ai dit ça, j'ai donné des idées là pour effectivement imaginer la relation actuelle avec des processus qui sont construits pour créer de la valeur pour l'un et pour l'autre. Et en reconnaissant qu'il est normal que mon fournisseur fasse de la marge, parce que sinon il ne pourra pas me fournir le service produit, etc. Donc on va réutiliser cette notion, quand on parle de prix à nouveau, cette notion de marge, vous verrez plus tard. C'est intéressant, hein, tout ça. Autre idée qu'il faut, donc c'est la troisième, hein, j'avais l'idée des obligations, j'avais l'idée de la valeur. Autre idée, c'est la notion de gestion des exigences. Puisque je sais que les exigences sont par nature entre guillemets plastiques, il faut que j'ai un processus récurrent, un petit peu comme l'agilité et comme les incréments que j'ai lorsque je crée une relation de développement. Hein. Donc je vais créer effectivement des incréments, des itérations, de façon à ce que le service se construise progressivement pour le créer, l'enrichir, l'ajuster en fonction de l'évolution des besoins. Et donc je vais, dans mon contrat, mettre en place un processus, on retrouvera la notion d'amélioration continue par exemple, par la suite, qui permettent effectivement de tuner les exigences et faire évoluer les choses de cette manière-là. Ces problèmes d'évolution des exigences, dans le métier que je fais, j'ai pas dit, j'ai été administrateur des TSLF, je suis par ailleurs responsable d'une société de consulting en IT, et notre métier c'est la transformation de l'organisation. Et par nature, la transformation c'est quelque chose de plastique, parce qu'on part d'un endroit, ça il est à peu près connu, on va vers un futur tout à fait incertain, et il y a des clients sur lesquels l'incertitude est plus grande que d'autres encore. Et par rapport à ça, il faut construire une route, une trajectoire, un petit peu comme ça le donne à, je sais pas où, en bateau par exemple, New York si vous voulez. Et je vais y aller, comment je vais y aller, par quel détour de vague et de massif je vais passer, je ne sais pas encore, mais je vais y aller, je suis sûr d'y aller. Donc cette notion d'évolution d'intelligence, elle est là en fait, c'est la capacité de s'ajuster par rapport à ça. Une notion supplémentaire par rapport à ça, c'est la notion de risque. Alors, on trouve dans les projets, mais on a les mêmes. La notion de risque dans la production de services récurrents. Il faut effectivement aussi encapsuler dans notre relation. Et on est obligé donc non seulement de tenir compte de cette notion de risque, mais également de la gérer, c'est-à-dire en fait d'avoir un processus consensuel de gestion de risque qui va permettre non seulement d'énoncer les risques, mais également de mettre en place les mesures palliatives qui vont permettre de les indiquer, de les contrôler ou de les accepter. Et dans ce processus, d'avoir un dialogue consensuel dans la relation client-fournisseur pour en parler d'une manière complètement objective. Maintenant, la plupart des comités de pilotage ont un chapitre, ont un slide sur le risque. Ça fait partie de l'état de l'art. On va introduire la notion de gouvernance, évidemment. Alors, pas seulement de gouvernance du contrat, la notion de gouvernance du contrat, la notion de gouvernance des prestations, et puis la notion de gouvernance de la relation. C'est-à-dire, en fait, il y a aussi cette dimension de gérer la relation. Alors, la relation agile, pour ceux qui ont fait du développement agile dans le cadre du développement logiciel, vous savez à quel point le travail est exigeant pour les développeurs comme pour le client, puisque c'est les scrum récurrents et les itérations font qu'effectivement on sollicite énormément l'implication des gens, etc. L'idée c'est d'une certaine manière d'arriver à faire la même chose sur des services récurrents. Ça veut dire que les gens ne sont pas prêts de se reposer dans ces conditions-là. Et donc c'est une relation extrêmement exigeante, et cette relation exigeante, elle mérite d'être regardée de près et d'être surveillée de près, parce qu'on va se fatiguer. Donc il y a des moments de baisse de forme, un petit peu comme une équipe de foot. Et il va falloir gérer aussi cette partie-là. Donc
un peu prendre la température de la relation. Ça, c'est moins courant dans la gouvernance. On arrive à gouverner le contrat, on arrive à gouverner la prestation par des indicateurs ou des choses comme ça. On pense moins, effectivement, à gouverner la relation elle-même. Alors, le prix. Je parlais du coût, mais le prix. Alors, le prix. Des réducteurs de coût. Le prix. Donc, par convention, on va dire que le coût, c'est ce qui est du côté interne de la flèche, là, et puis le prix, c'est de l'autre côté de la marge, du côté donc, prix, coût, unité d'heure, etc. Alors, effectivement, on est bien obligé de quantifier les prestations. Il faut trouver effectivement des modèles consensuels d'unité d'heure. Il y a plein d'idées sur le sujet, je ne veux pas trop les développer, mais vous savez que la grande tendance en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'ABC, ABB, ABM, qui consiste à travailler sur une notion d'inducteur de coûts, de ressources, etc. Donc il y a des idées derrière ça d'inducteurs d'unité d'œuvre aussi, qui sont assez importantes et assez intéressantes. Mais il y a pas mal d'idées à avoir par rapport à ça. Ce qui est important, c'est effectivement que dans ces prix et dans ces unités d'œuvre, on laisse la porte ouverte à la rue, à l'imprévu. Et donc, il va falloir trouver une gamme d'outils dans les unités d'œuvre, des unités d'œuvre joker qui vont permettre effectivement de se sortir d'une relation ou d'une situation qu'on n'avait pas prévue dès le départ. Enfin, il faut arriver de toute façon. Il y a une obligation contractuelle qui est que le prix doit être soit défini dans le contrat, soit définissable par le contrat. Le contrat doit être autoportant, si vous voulez, sur la notion de prix et de coût. D'accord ? Et dès lors, il faut qu'on ait trouvé dans le contrat les moyens de le faire. Et si on ne veut pas toutes les deux secondes, parce qu'on verra que c'est un élément d'imaginité, ça, cette notion de passer par des avenants permanents qui permettent de rajuster le tir, il va falloir être créatif sur les ouvertures à prévoir en termes d'unité d'œuvre et de. Alors, l'idée par rapport à ça, c'est la tendance naturelle, parce qu'elle paraît protectrice pour le client en particulier, voire même pour le fournisseur, c'est de s'enfermer dans un forfait, je vais tout mettre dans le forfait, et ce qui n'est pas prévu, ce sera dans le forfait. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher, puisque au bout d'un moment, si le fournisseur est complètement étranglé, de toute façon, il va rendre, soit il rend l'âme, soit il rend le tablier, et tout le monde va y perdre. Ou il trouvera des contournements, il réduira la valeur, enfin bon, voilà. Forcément, ça se passera comme ça. Donc, il faut trouver, en fait, des modes d'ajustement, en fonction des besoins nouveaux et tout. Alors, on a quelques idées dans le gouvernement. Une idée, par rapport au scénario de coût, ça consiste à dire on va effectivement avoir une logique incrémentale et on va mettre en place des user stories qu'on trouve dans l'agilité en termes de développement. C'est-à-dire en fait des scénarios d'utilisation. On va imaginer un certain nombre de scénarios au départ, il faut s'autoriser à en créer d'autres en cours de route. Le tout, c'est effectivement qu'on ait dans le contrat mis les ingrédients qui permettront de les construire et de les valoriser. Et donc ça permettra effectivement de faire coller la relation contractuelle à la réalité du terrain. Alors très concrètement, on a une user story qui est mettre en œuvre par exemple des serveurs, user story qui consiste à dire on va déployer des postes de travail, etc. Et à partir de ça, on va pouvoir coller, éventuellement avec un catalogue de services, d'ailleurs c'est une bonne idée, quelque chose qui permette de construire la relation progressivement en fonction de l'évolution des besoins. Pour ne pas se fâcher tout de suite, on va aussi essayer d'anticiper la facturation, c'est-à-dire non pas la tendance à dire effectivement on va pas sur les contrats, ils ont bien des malheurs. Alors non, voilà ce que ça donne. Vous avez bien compris que ça vous coûterait ceci. Ou à l'inverse, que vous n'auriez que cela en tant que fournisseur. Donc d'aller jusqu'au bout de la logique de prix et de coût de marge de valeur. Et puis, on peut avoir aussi des idées de partage de bénéfices. Alors, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais c'est de dire qu'on va tirer parti de l'amélioration continue, et il n'y a pas de raison que l'amélioration continue profite à l'un ou à l'autre uniquement. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement répartir les choses. Alors, il y a différentes façons de faire ça. On peut parler d'un procédé qu'on voit commencer à émerger dans les contrats, ce qu'on appelle la garantie de marge. La notion de garantie de marge, ça consiste à dire on fait la valeur qu'on veut créer, c'est un contrat qui apporte à Pierre 100,
plus 20 de marge. 100, c'est son coût de production, qui est en partie variable. Et 20, c'est la marge qu'il veut obtenir sur son contrat. Donc, comme je ne sais pas trop ce que je vais faire, je vais peut-être demander à Pierre de faire plus. Donc, s'il fait plus, il vendra ses unités d'œuvre au prix de revient, mais je lui garantis toujours sa marge de 20. Comme ça, il est couvert de son coût et je bénéficie des déchets, des lui aussi, donc tout le monde tout son compte. Et à l'inverse, si je lui demande moins, je lui garantis la marge et il facturera les unités de la consommation, bien entendu, au prix de revient, mais il aura cette garantie de 20 points de marge, de 20 en valeur absolue, de 20 euros, de 20 millions d'euros, de 20, tout ce que vous voulez, qui était la marge qu'on devait faire. Donc ça permet aussi d'introduire une flexibilité. En valeur absolue, pas en pourcentage. On parle de 100 en valeur absolue et 20 en valeur absolue. C'est toujours une garantie de marge, qui est aussi un moyen de se sortir de contrats évolutifs par rapport auxquels on ne sait pas trop au bout d'un moment ce qu'on va payer. Et alors ça veut dire qu'il y a une maturité au niveau d'expression du prix et de la compréhension du prix de part et d'autre. On n'y est pas présent tous les jours. La 7e notion, c'est la notion de rôle et responsabilité. Bon, là, c'est un grand classique, mais l'idée, c'est effectivement non seulement de définir, évidemment, convenablement et clairement les rôles et responsabilités respectives, mais surtout d'introduire de la flexibilité par rapport à ça, c'est-à-dire d'introduire de l'ajustement possible en fonction des rôles et des responsabilités qui sont effectivement à tenir. Et puis, il y avait une suggestion qui était d'introduire une notion de passif, de F, un rôle de facilitateur en fait, qui est une sorte, non pas d'agitateur, mais qui peut être un sponsor, mais qui peut être aussi quelqu'un une entité qui va être un peu une sorte d'arbitre. Ou un tiers. Ou un tiers, oui, ça peut être un tiers. Qui va travailler dans la compréhension de la valeur, justement, et qui va essayer non pas d'arbitrer, mais de faire cheminer tout le monde dans le même sens. Ça, c'est Médiateur. une sorte de médiateur. Donc ça se retrouve beaucoup dans les projets transverses. Bon, alors évidemment, on va aussi mettre en place des indicateurs. Bon, ben, les indicateurs, on va essayer de faire des indicateurs smart qui permettent non seulement de mesurer la qualité de service, mais également la création de valeur et l'amélioration de l'efficience, c'est-à-dire un niveau applicatif, etc., etc. Et puis on s'intéressera aussi, au final, aux stratégies de sourcing, que je ne vais pas décliner non plus pour ne pas prendre trop de temps, mais dans lesquelles on voit bien qu'il peut y avoir des stratégies de sourcing qui sont plus ou moins agiles. Suivant qu'on fait par exemple du co-sourcing, on est plus dans une logique de partage de valeur que dans une relation plus distante, plus mercantile, dirais-je. Voilà. Toutes les déclinaisons possibles. Je ne suis pas trop bavard, là, ça va, je vous en pas. Donc ça, c'était un peu les quelques fondamentaux qui me paraissaient importants d'avoir comme pilier pour rédiger le contrat et construire le contrat. Au fond, une pratique qui nous a paru intéressante, c'est de dire au fond, on n'est pas des juristes. Moi j'ai une formation de juriste, justement je l'ai oublié. Mais c'est surtout effectivement de mettre la charrue dans les deux. Il ne faut pas rentrer dans la rédaction du contrat tout de suite. La partie de la rédaction du contrat, elle est technique, quelque part. Il faut commencer par une sorte de cahier des charges. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça avec les juristes avec lesquels je travaillais. Tu habilles ça comme tu veux, parce que je sais bien que c'est toi qui vas plaider, donc tu te débrouilles avec les mots qui vont bien. Mais moi, je veux ça. Ma liste de courses, c'est ça. Et la liste de courses, ça peut être des choses à dire sur les 10 critères qu'on vient d'évoquer. Donc voilà, ça j'y tiens. Ça je tolère, ça je tolère pas. Ça serait bien et ça serait non. C'est un peu l'idée qu'il y avait derrière cette... Alors derrière ça, il y a évidemment des challenges qui vont se poser, c'est-à-dire des challenges juridiques, parce qu'il faudra bien quand même à un moment ou à un autre dire qui est responsable de quoi, qui est propriétaire de quoi, comment on sort du contrat, des choses générales, et la traçabilité, la charge de la preuve, tout ça, il faudra bien les décrire. Et c'est en décrivant ces clauses-là qu'on va
risque de sombrer vers de la rigidité ou de l'inagilité. Bon, c'est ça qu'il faudra faire un peu attention. Il n'y a pas de recommandation particulière, si ce n'est de dire attention, il y a des lignes. Il y a des challenges opérationnels, et en particulier celui de l'amélioration continue, puisque l'amélioration continue, c'est finalement pousser les gens au vice, puisqu'on va leur dire, justement, on a bien compris que les exigences n'étaient pas stables, donc on va t'encourager à les faire évoluer. Donc je me suis coupé, je me frotte le doigt avec de la terre, quelque part. Hein. Bon. Donc non, justement, il faut arriver à mettre en œuvre une logique d'amélioration continue qui soit dans une dynamique, et que l'on va piloter également d'ailleurs par des indicateurs, en s'assurant effectivement qu'on fait bien le travail d'amélioration continue de manière récurrente, de façon à défaut de décider de faire évoluer le contrat ou la relation, au moins d'avoir pris en compte l'évolution du besoin et de l'avoir fait s'exprimer. Parce que ce qu'on a pas dit, c'est que un des poisons des contrats classiques, c'est les non-dits. Plus on dit les choses, notamment dans l'amélioration continue, plus c'est positif. Après, on décidera. On fait évoluer le contrat ou pas. Mais au moins, c'est exprimé. Ça rentre dans le cadre du contrat ou ça rentre pas, c'est un autre débat. Au moins, c'est dit. Et là, l'amélioration continue, ça va en particulier le moyen de coller à l'évolution des besoins du métier. C'est intéressant, ça. Et puis, le dernier challenge, c'est probablement le challenge culturel. En fait, on n'aime pas trop le changement, les uns et les autres. On aime bien le changement chez les autres, mais chez soi, on n'est pas toujours très intéressé par ça. Et donc, effectivement, le challenge qu'il y a par rapport à ça, c'est effectivement faire bouger les choses, faire bouger les lignes, d'empêcher quelque part les gens de s'endormir sur leur laurier. Ça, c'est effectivement un peu difficile. Donc, ça veut dire construire en permanence, faire avancer les choses, associer les gens à l'évolution des sujets. Ça, c'est un sujet de transformation permanente qui n'est pas facile. Bon. Voilà, alors je suis presque au bout de ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc on a essayé, donc disais-je au début, de décliner les idées à travers deux embryons d'outils. Un outil qui était les 10 clés du contrat de service agile, donc un petit peu les 10 commandements, donc, en positionnant les choses un peu en termes de rêve, mais de rêve atteignable, dans lequel on dit instaurer et maintenir un climat de confiance durable, exprimer clairement des règles de collaboration, recourir à des pratiques agiles, privilégier une approche gagnant-gagnant, etc., etc. Et ça, on l'a résumé dans ce petit papier, vous pourrez prendre, enfin c'est dans le dossier, mais enfin, c'est plus visible là, on va dire. Première idée. Et deuxième idée, c'était l'évaluation, enfin, l'approche d'évaluation de la maturité agile du contrat, à travers un petit diagramme également qui est ici, dans lequel on va dire, on va regarder au niveau du périmètre du contrat, est-ce qu'on a bien hiérarchisé les exigences déjà de départ? Est-ce qu'on a bien dit comment on allait les faire évoluer? Est-ce qu'on a dit comment on allait traiter les sujets hors périmètre qui nécessairement apparaîtront? Est-ce qu'on a pris en compte l'évolution des technologies, etc., etc. Sur la performance des services, est-ce qu'on a mis en place des indicateurs SMART? Est-ce qu'on a des indicateurs d'évolution de la performance et de la qualité de service, etc., etc. Sur le prix et la facturation, est-ce qu'on a introduit une notion de partage de la valeur, de bonus-malus? Est-ce qu'on a tenu compte de l'évolution des services et du processus de facturation de manière symétrique, c'est-à-dire comment évolue le processus de facturation par rapport à l'évolution du besoin? Est-ce qu'on partage les bénéfices d'amélioration ou pas? Comment on le fait? Est-ce qu'on valorise, est-ce qu'on sait valoriser les services nouveaux ou modifiés, puisque le service a bougé aussi dans ce sens-là? Est-ce qu'on a défini les rôles de responsabilité? Est-ce qu'on a mis en place une gouvernance? Et est-ce qu'on a prévu la fin du contrat? En particulier, comment on fait la réversibilité, comment on étalonne la réversibilité, comment on l'ajuste dans le temps, comment, etc., etc. Donc voilà ce travail qui nous a pris quelques mois, sous forme de petites sessions de travail, et les vies primitives que nous fûmes ont mis en commun ce livre blanc qui va sortir dans une version un petit peu retouchée dans les prochains jours pour tenir compte des remarques de la public. Et donc si vous avez des questions, des suggestions, des idées nouvelles, et bien, écoutez, je ne sais pas sous quelle forme ça peut se faire, mais il peut très bien y avoir sous l'égide de l'Avenir un groupe de travail sur le sujet. Voilà. Est-ce que je peux répondre à une question?
travail qui semble s'être réalisé entre des opérationnels, des praticiens de la chose, j'imagine tant clients que fournisseurs, ou représentant aussi les fournisseurs, comment réagissent, comment, si vous en avez déjà eu une première idée, les acheteurs et les juristes internes à les sociétés, de part et d'autre d'ailleurs. Parce que déjà qu'on a du mal avec nous, enfin, moi je suis ici, donc pour simplifier, on n'a pas toujours en face de nous, à côté de nous, des acheteurs et des juristes qui comprennent ce qu'on veut faire, ou qui nous accompagnent comme on le souhaiterait, on risque de les perdre. Complètement. On est complètement d'accord. C'est-à-dire que, dans notre groupe de travail, on avait des praticiens, beaucoup côté fournisseurs, des personnes côté effectivement des DSI, etc., mais pas du côté métier, ça on n'avait pas. Et on n'a pas réussi à embarquer d'acheteurs, malheureusement, et on ne voulait pas trop embarquer de juristes, au départ du moins, pour éviter que le débat ne tourne que sur le juridique, parce qu'ils auraient effectivement une des armes absolues qui nous auraient empêché de faire quelque part de formuler les questions. Je pense que vous avez bien fait. Mais il aurait fallu. Mais les acheteurs, on n'a pas trouvé, on n'a pas eu l'occasion de les acheteurs, et c'est dommage, parce que c'est effectivement, ils sont acteurs clés, forcément, dans le sujet. Incontournable. Alors, il y a un certain nombre d'idées qui viennent de pratiques sur lesquelles, au fond, il y a un certain nombre d'idées qui ne sont pas nouvelles. Enfin, il y a des choses qui viennent des bonnes pratiques classiques. C'est plus. Même si je serais prêt à les acheter, ces bonnes idées, encore faut-il qu'ils aient l'occasion de les comprendre, de travailler. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de pallier ça par cette idée de un peu de notation agile du contrat, en disant finalement le contrat il sera ce qu'il fera au final, parce qu'on ne maîtrise pas toutes les clés de la négociation. Et donc pour le coup, j'évalue le contrat par rapport à ça, je me dis attention là il y a des mines, et comment je vais gérer les mines. Une notion de gestion de risque quelque part au niveau du contrat lui-même, qui consiste effectivement à dire ce contrat il est quand même un peu trop inagile, et là il faut faire quelque chose, et donc je vais trouver une solution en tant qu'opérationnel, soit à travers les conventions de service, soit etc., pour éviter qu'on aille trop vers une relation contractuelle dure. Mais tout à fait, c'est ce sur quoi on a buté en fait. La nouvelle version du livre blanc qui va paraître, elle est déjà gelée ou alors elle peut encore bouger ? Elle est sous mes yeux. Donc non, elle peut bouger. J'ai une question. Je souhaiterais savoir comment est-ce que vous pensez que ce contrat agile pourrait être applicable pour répondre à un appel d'offres, par exemple, d'une administration. Compatibilité avec les règles du marché public. Alors, théoriquement, par rapport aux règles du marché public, c'est difficile. Maintenant, compte tenu de l'évolution des règles du marché public, avec notamment les notions de l'URFI, RFP, etc., ça permet d'introduire effectivement un peu ces notions. C'est-à-dire que quand on répond à une consultation, effectivement, on est bien enfermé dans un cadre, ça c'est clair. Si on est dans une logique qui permet une certaine agilité comme les RFI, RFP, on peut introduire dans ces réponses des éléments d'agilité. Nous, quand on répond à une consultation, c'est ce qu'on fait. Même si le cadre est fermé, on glisse quand même des choses dans mon métier. On glisse des éléments qui, disons, on pourrait faire ceci. On fait pas, mais ça fait partie quelque part aussi de la démarche de vente. La valeur ajoutée, c'est un peu la valeur ajoutée de la prestation. Mais parfois en reformulant des clauses qui paraissent un peu raides. J'ai une question. L'approche, elle est intégrée dans le contrat, une démarche agile, au sens on définit un certain nombre d'engagements, etc., de contrôle, et on dit on est agile, donc on évolue dans le cadre du contrat, qui est défini, ou on met un processus en place qui va d'un contrat moins agile, mettre en place une démarche d'agilité dans la révision du contrat lui-même. C'est difficile. C'est externe, enfin, voilà, on intègre. Malheureusement, on est bien obligé de rester dans un cadre relativement stable, parce que ça répond des fois à des règles de marché, déjà.
à un fonctionnement assez cloisonné des entreprises où on a les acheteurs, les juristes, etc., qui vont pas remettre le sujet comme ça en permanence sur le sujet, sur le métier. Et en plus, c'est pas. Alors, en plus, avoir un contrat qui est en permanence révisé, comme on cherche quand même je ne l'ai pas dit, mais on cherche à communiquer sur le contrat. On dit voilà le contrat, voici les règles du jeu. Donc, si on fait trop bouger le référentiel, on crée de l'instabilité et tout le monde est perdu et on crée de l'instabilité. Et les gens risqueraient de se réfugier non plus sur le contrat, c'est possible, mais sur des conventions de service, on d'aller chercher ailleurs. Donc ça ne me paraît pas une pratique, en tout cas très facile, et en tout cas c'est pas forcément recommandable. Par contre, effectivement, dans le contrat, qui est ce qu'il est, intégrer de l'agilité, oui, c'est un peu ce qu'on préconise. Oui, tu disais bien qu'il faut absolument éviter les avenants en fait, parce que pour les avenants, il faut faire intervenir le juriste, l'acheteur, et puis c'est reparti pour des mois de négo en fait. On peut définir ce qui est justiciable de l'avenant et ce qui est justiciable d'une décision de comité de pilotage ou d'une instance d'achat. En fait, on décentralise la décision de faire évoluer la convention de service quelque part. C'est ça. On a même le plus près possible des opérationnels. C'est ça. Mais dans une certaine limite. Dans une certaine limite, ce qui n'empêche pas d'avoir des garde-fous. C'est-à-dire que c'est toujours de bonne pratique d'avoir effectivement plusieurs instances qui décident chacune d'un niveau différent et qui sont une sorte de cour d'appel, si on veut, par rapport à ça. Une pratique qu'on trouve, par exemple, qui n'est pas nécessairement incompréhensible, mais qui consiste à dire ce sont les opérationnels du contrat, du quotidien, qui vont faire fonctionner les choses. Et puis s'il faut provoquer un peu une escalade, on va par exemple déclencher une pénalité. Parce que la pénalité, elle va escalader du côté du commercial ou du côté de l'instance côté fournisseur. Donc ça crée un mécanisme de mobilisation des instances. Voilà. Et à condition, évidemment, de ne pas traiter tout comme ça, parce que sinon, évidemment, ces instances, justement, l'intérêt d'instances comme ça, c'est qu'elles n'interviennent que pour des sujets très normaux. Ça permet de rester sur les degrés d'ajustement. Il y a tout un travail à faire sur la gouvernance. On a combien de situations? On a un comité opérationnel qui fait la même chose que le comité de pilotage opérationnel, que le comité de pilotage stratégique. Bon. Puis nous avons ce directeur général qui prend les décisions. Ça va pas. C'est pas un bon fonctionnement. On n'a pas encore de recul sur la mise en place de ce type de démarche. On est au début, quoi. Au tout début. Et Galeries Lafayette, ils ont une première expérience de mise en œuvre ou... Alors ils ont fait des choses. Ils étaient en amont de nos travaux, donc ils n'ont pas pu en bénéficier. Je ne sais pas si, d'ailleurs, au demeurant, si ça leur aurait été utile, mais ils ont effectivement introduit cette notion d'agilité déjà dans la relation. On essaie d'avoir un contrat qui soit light, on va dire, suffisant, dans lequel il n'y ait justement pas tout, et autour des conventions de service, et c'est des choses comme ça qui permettent de faire jamais les choses. L'impression que ça me donne, comme ça, à chaud, c'est que, en supposant que plusieurs équipes, chez plusieurs couples, plusieurs fournisseurs, s'approprient l'essentiel de notre développement, c'est qu'ils vont décliner d'une manière totalement différente à chaque fois. Et chacun aura certainement le sentiment d'avoir fait un pas, peut-être réel d'ailleurs, dans le sens de l'agilité. Mais ça va donner lieu à des implantations extrêmement variées, me semble-t-il, je pense. Vous savez, entre le manifeste agile et les premiers contrats de développement vraiment agile, il s'est passé 10 ans. Il n'y a pas de raison qu'il se passe pas un temps avant qu'on fasse la synthèse des travaux. C'est conçu dans une logique, dans une démarche agile, justement. Il faut que ça mûrisse et que ça mûrisse. On a déjà ouvert des pistes intéressantes. Est-ce qu'on peut faire du cherry picking, justement, parce que vous proposez, par exemple, moi je suis engagé, je suis un DSI ou un responsable de prod, un acheteur en chef, etc. Je lis votre truc et puis je dis, bon, ça c'est pas trop. Par contre, ça, je vais prendre les 4-5 idées qui me plaisent et puis là, je laisse tomber le reste. Est-ce que ça fait du sens? Oui, ça peut faire du sens.
Parce que, si c'est tout ou rien, parce qu'il y a justement des choses sur lesquelles vous avez des degrés de liberté, puis d'autres pas, par exemple. Des choses que vous sentez, d'autres que vous ne sentez pas. Pareil. Non, bien sûr, il faut. Donc c'est une boîte à idées, quoi. Enfin, ça recueille recueille comme ça. Ça recueille d'idées. Un recueil d'idées, voilà. Qui ne sont pas toutes originales. Oui, Elles ne sont pas sous copyright. Je me souviens plus quelle est la licence. Il est publié sous quelle licence, le livre blanc? C'est du Creative Commons, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a mis là-dessus? Rien. Mais ce serait peut-être bien pour l'édition qui va sortir d'avoir une licence Creative Commons. Qui est la plus souple, Oui, bail, machin. Alors, on a un problème, si je puis dire, par rapport à ça, c'est que ça nous ramène à notre question de départ, à notre information de départ, c'est que l'ITSMF n'existe plus. France. Et sur le point, donc, qui est le porteur de ce travail, il ne reste plus que les auteurs. Donc, à eux d'en prendre l'initiative. Mais on pourrait décider ensemble de mettre une licence Creative Commons. Vous y avez participé, c'est ça? Oui. Et Thomas également. Moi, je vais si tous les co-auteurs sont d'accord. C'est un minimum de cadre. Oui. C'est après, tu es référencé, d'accord. Parce que sinon, ça va poser problème. Quoi. On veut bien que ce soit utilisé, au contraire. Quoi. On veut que ce soit utilisé. D'accord, avec une telle licence, on a le droit de l'utiliser, mais en Alors, y faisant référence. Oui, enfin, on a le choix avec les licences Creative Commons. Bon, citer les auteurs, ça peut être commercial ou non commercial, reproduction à l'identique obligatoire. Enfin, il y a quelques paramètres à préciser, comme ça, de 3-4, mais on peut se mettre d'accord. À titre personnel, en tant qu'auteur, je suis pour l'utilisation la plus large et la plus générale possible. Ce qu'on risque de voir après, c'est apparaître un livre d'une société X en poney qui reprend la méthode et puis qui s'approprie. C'est aussi ça, le fond. C'était le livre blanc. Et qui empêche une autre société de l'utiliser. Oui. C'est surtout ça. Là, c'était comme disait Alain, c'était une piste de réflexion. L'idée, c'était de lancer effectivement une première itération. Vous savez, la différence entre le sachant et le savant, vous la connaissez? On n'est pas ça. Je ne connais pas. Le sachant, il sait des choses qu'il répète ou qu'il a emprunté ailleurs, en général, ce qu'on a tous fait à l'école. Le savant, il crée du savoir. Donc vous n'avez pas l'impression de... Moi, personnellement, je ne pense pas que ça. Parce que ça pose la question de la version 2 du livre blanc. Quoi. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qui va la porter, qui va recueillir les éléments de mise en œuvre. La question reste complètement ouverte. Le CRIP, peut-être. Alors, le CRIP, il pourrait se l'approprier, justement. C'est très sujet. Ça pourrait être un bon vecteur de... Qui l'a mis en œuvre? C'est un risque. Oui. Vous avez dit c'est un risque? Oui, je dis c'est un risque. Pour recueillir. Il publie quand même. C'est un risque de fermeture. Le CRISP, c'est les clients, c'est pas les fournisseurs. Hein. C'est absolument pas des fournisseurs. Oui, donc les fournisseurs ont pas forcément trouvé. Il faut que ce soit ouvert des deux côtés. Il faut que ce soit ouvert des deux côtés. Oui, c'est pour du travail. Quand on s'inscrit, c'est libre. Oui, d'accord. Il faut quand même être adhérent au CRIP. Mais oui, il y a pour l'adhésion. Oui. La faille, ça ferait du sens là? Oui, c'est Covid. Oui. Enfin, une annonce, oui. Plutôt le SIGREF à ce moment-là. Oui, le SIGREF, c'est que les clients aussi, c'est pas les fournisseurs. Alors, enfin, SIGREF et Syntex, ça a travaillé ensemble. Ils l'ont déjà montré. Mais il pourrait y avoir un groupe de travail mixte, SIGREF Syntex là-dessus. En fait, c'est du travail mixte. Pardon? Il y a les groupes entre le SIGREF et le partage aussi. Le SIGREF s'est informé de vos travaux ou pas? Non. Ils n'ont pas été directement informés. Donc, si vous voulez, le livre blanc est sorti en septembre, l'année dernière. Et puis, la décision d'arrêter l'association TSMF a été prise en tout début d'année. Donc, en fait, voilà.
C'est plus Victor a président. marqué. Vous n'aviez plus de président, c'est ça non? Il n'y a plus de sous. On a il y a plus volé de volontaires. Non, 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 très clairement, c'est pour le changement de marché. C'est-à-dire que l'ITSMF France, c'est une belle aventure, hein, ça a duré 10 ans, ça fait des choses intéressantes et efficaces. Dans ces 10 années, ont émergé pas mal de référentiels et pour le coup pas mal de concurrence par rapport à des sujets comme le forum utile, qui est l'ITSMF. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où également le marché, enfin les difficultés économiques sont apparues, les sponsors ont été moins nombreux et moins généreux. Donc au bout d'un moment, il aurait fallu changer le business model de l'ITSMF, qui avait quand même une structure assez lourde, hein. C'était 2 permanents, belle usine, hein, qui faisait de belles choses d'ailleurs. Et donc il aurait fallu avoir le temps et le financement pour se retourner, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. On a décidé d'arrêter. Donc effectivement, il y a le CRIP qui fait des choses. On n'a pas toujours eu des relations extrêmement amicales. C'est une structure très légère, le CRIP, non? Les événements sont quand même beaucoup plus resserrés. Il y en a plus souvent. Oui, oui. Il y a un travail, une façon de travailler différente. Et puis, ils sont appuyés, pour autant que je sache, sur une structure commerciale. Oui. Qui fait pas mal de choses là. On organise des événements et tout ça. Donc voilà. Un certain nombre de DSI qui étaient justement à l'ITSMF, comme ils ne peuvent pas être partout et qu'ils ne peuvent pas donner des sous partout, sont allés du côté du CRIP qui apportait effectivement des choses que l'ITSMF n'apportait plus, sans doute. Puis voilà, ça s'est fait comme ça. Donc il fallait décider d'arrêter. Et vous avez un ou deux DSI, membres du CIGREF dans votre groupe quel fait ils sont obligés? Mais il n'était pas administrateur. Non, il n'est pas administrateur, il est membre. Non, les RFA ne sont pas membres du CIGREF? Ah, du CIGREF, non, du CIGREF, oui. Du CIGREF, oui. Ah oui, ça je sais pas. J'imagine, mais je sais pas. Mais de l'ITSMF, non. l'ITSMF, on avait quelques sponsors, mais qui étaient surtout des fournisseurs, en fait. En général, les sponsors étaient des fournisseurs. On avait différents membres, on avait les SNCF, différentes entités comme ça qui étaient membres. On avait, comme administrateur, on avait quelqu'un d'Alstom, quelqu'un de technique. Il n'y a pas beaucoup de structures où les fournisseurs et les clients sont associés pour travailler. C'est pas ce qu'il y a là-haut. À ma connaissance, pas trop. Enfin, c'est l'originalité du forum, c'était ça. Il y avait d'ailleurs 2 collèges distincts, clients et fournisseurs, et au conseil d'administration, justement, il y avait une préséance. Il fallait toujours qu'il y ait un client de plus que le fournisseur. C'est l'aventure humaine. Pour monter la question du CIGREF pour comment ils réagissent. Ils se parlent, la CIGREF Syntec, ils se parlent. Ils communiquent sur le fait qu'ils se parlent, et puis il y a quelques manifestations concrètes. Oui, ça risque soit de partir dans tous les sens, d'être récupéré effectivement par des marques commerciales. C'est le risque. Vous avez mis copyright sur quelques termes, non, rien du tout. Il y a un copyright global sur le. Ouais. Je sais pas, la majorité agile. Et la clause classique de droit réservé, mais. De toute façon, qui ferait un procès, hein? Oui, d'abord. Avec quel fond? Oui, on n'est pas propriétaire de ces idées. On est propriétaire de tourneurs de phrases à la rigueur. Ouais. Mais des idées, non. Puis ça a un coup de. Effectivement, qui en fait sera agaçant, effectivement, quelqu'un prenne dans le Oui, texte. c'est surtout ça. Pour reste, on a envie que ce soit effectivement publié, communiqué, mais c'est juste qu'une société se dise je vais faire un bouquin sur le sujet, puis je vais mettre ça dedans, donc ça lui fait un beau chapitre de trucs.
Alors, Ce c'est sera pas le plus juste grave. l'opération un petit peu. Le plus grave, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'elle s'approprie du coup un contenu et que d'autres sociétés puissent Oui. plus le réutiliser. Oui, oui. Voilà, Oui, oui. d'accord. Alors, j'ai publié dans Wikipédia, je sais pas quoi. Ouais, mais non. Je sais pas comment Enfin, ça va. moi, je suis quand même farouchement opposée à ça parce que Wikipédia, tu as les censeurs. Et ils vont nous emmerder pour dire comme je le pense. Mais Wikipédia, aujourd'hui, c'est entre les mains de contrôleurs en chef qui vont contester le bien fondé. Mettre plein d'annotations négatives, Oui, c'est ça. Non, enfin, J'ai aucune il expérience. faut se personnelle, méfier. bon. Moi, je me méfie de D'accord. Wikipédia. On peut le publier à Adélie. Moi, On a des éditions oui. Adélie. Nous Effectivement. sommes indépendants. Nous avons Mais à des... condition, enfin moi je Puisse quand même être Mettre utilisé une- au quotidien. une licence Creative Commons. Oui, et puis bien sûr l'origine. Mais il faut bien le protéger par une licence libre en fait. Je poserai la question, par acquis de conscience, côté ITSMF, sur le devenir des livres blancs, mais pour moi, ils n'ont pas d'avenir. Des fois, j'ai participé à deux. Non, mais ils sont publiés, mais oui. il n'y aura pas de suivi. Non, mais évidemment. Actuellement, on publie encore, je ne sais pas comment on fait, mais par nature même, les fournisseurs sont pas payés. Donc. Oui, puis il y a toujours un groupe LinkedIn ITSMF France. Oui, qui est animé par nos anciens illustrateurs. Donc, Ah oui. Oui, bah, ça existe. D'individus là. ben, C'est ça. oui, finalement. Ça existe. C'est pas une société non plus. C'est un groupe LinkedIn. Non mais ça vaudrait le coup de sonder le SIGREP, pour voir si ça les intéresse de faire quelque chose avec ça. Et puis aussi Syntec. Moi je ne suis pas d'entrée au Syntec, mais vous en avez peut-être, enfin des gens. Non. On en a eu. Syntec, oui, on avait publié il y a longtemps avec eux Ben un voilà. ouvrage sur l'interprétation d'ISO 9001 pour l'informatique. Il y a longtemps. Moi j'ai été membre du SIGREF quand j'étais des 6 salariés, donc j'ai encore quelques possibilités On peut toujours les contacter. de les contacter pour leur poser la question. C'est vague le vice-président, c'est ça? Pardon? C'est le PDG de Paul qui est vice-président? Alors, vice-président, il y en a plein, je ne sais pas. Le président, c'est ici de la compagnie d'assurance. Et puis, bon, il y a le secrétaire général, enfin le délégué général qui est l'homme, qui est le permanent. Est-ce que vraiment ça l'intéresse, la spéléologie, cette C'est au service, ils sont au service de la profession, ça me paraît être une contribution qui pourrait les intéresser. Alors, on ne sait rien, mais on peut rien leur poser la question. En tout cas, Syntec, sur tout ce qui est référentiel, oui, ça fait Oui. partie de leur préoccupation. Oui. Il faudrait que ça intéresse les deux et qu'ils décident de faire un petit peu d'investir un peu de temps pour perpétuer faire, je sais pas quoi, un observatoire, enfin faire qu'il y ait une structure qui permette de faire remonter les expériences et puis peut-être de publier une V2 dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, on peut essayer. Si personne n'en veut, ben voilà, on le garde à la délit. Donc, le CIGREF, ils sont toujours intéressés par des groupes de travail. Ils publient régulièrement, ils ont fait des choses sur le Lean IT, ça rentre vraiment complètement aussi dans leur préoccupation du quotidien. J'espère Vraiment pas cette que dynamique les avec intéresser. une structure quand même des gens Ils sont au service de la profession. qui aident à rédiger. Alors surtout si vous arrivez avec le mot numérique, en ce moment le SIGREF ne parle que du numérique. L'agilité numérique, même d'édition digitale. Digital, c'est pas du français. C'est vrai. Numérique. Bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir sur la notion d'agilité de la relation Oui. qui m'interpelle pas mal? Parce que c'est une notion qui n'est pas très très commune dans le milieu des systèmes d'information, l'agilité de la relation. Alors, c'était dans un contexte précis, qui était de dire agilité du contrat, agilité de la prestation, agilité de la relation.
les trois éléments. Donc l'agilité du contrat, comme on l'a dit, effectivement, finalement, le contrat, il est relativement rigide, relativement fermé, et simplement, il doit embarquer des éléments qui permettent à la prestation d'évoluer en fonction de l'évolution des exigences et de l'évolution des besoins. On a parlé donc ensuite d'agilité de la prestation elle-même. Là, c'est classiquement le fait que la prestation elle-même s'adapte en fonction des mêmes exigences, en fonction des évolutions. Et l'agilité de la relation, c'est la même idée, c'est-à-dire que c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que d'avoir une gouvernance qui permette qui soit flexible, qui permette de s'adapter elle-même aux évolutions des contraintes, c'est-à-dire que, pour le dire différemment, est-il utile d'avoir une gouvernance de même envergure au début du contrat, en cours de route, etc. Comment est-ce qu'on fait si on veut rajouter, et si c'est nécessaire, un comité quelconque pour décider de choses et d'autres? Comment on gouverne ce poison d'amélioration continue, les groupes de travail qu'il faut, etc. C'est ça l'agilité de la relation. En plus du Scrum, c'est-à-dire ce qu'on évoquait comme étant le pilotage au quotidien par les opérationnels, qu'il faut effectivement arriver à animer, à faire vivre. C'est ça. Alors ça peut apparaître un peu abstrait, mais c'est quand même essentiel. Parce que c'est fondamental, c'est la dimension humaine. C'est la dimension humaine. Est-ce que ce serait l'équivalent de dire une gouvernance agile? Pas tout à fait. C'est l'agilité de la gouvernance, gouvernance agile, ça va au-delà. C'est pas que la gouvernance, c'est aussi au niveau des comportements humains aussi. Oui, c'est ça. C'est l'une des composantes de la gouvernance. Le changement culturel. Si on prend des référentiels, on a cette notion de gouvernance de la valeur, gouvernance de la capacité, c'est un peu les mêmes idées. C'est la gouvernance de la gouvernance aussi. Mais il faut faire attention aussi au niveau gouvernance, parce que la gouvernance est toujours pris au niveau stratégique, donc par les chefs, ouais. Alors que là, on veut faire quelque chose de très opérationnel. Alors, on veut comme le terme gouvernance, la hiérarchie. La hiérarchie qui arrive. Oui, enfin, un terme et le côté très générique, c'est qui décide. La gouvernance, c'est qui décide. Alors on décide à des niveaux très opérationnels comme à des niveaux très stratégiques. Donc, oui, mais... Dans son sens le plus large, c'est pas réservé au chef. Ouais, c'est vrai il faut effectivement bien préciser, bien spécifier à quel niveau qui décide de faire évoluer la gouvernance qui a été écrite. Et sur la gouvernance de la gouvernance. Quels sont les niveaux de décision relatifs, qui peut décider de quoi? Ça fait aussi partie de la dynamique de la relation, enfin d'avoir des gens qui sont responsables de leur domaine, qui est resté de décision sur leur terrain de jeu, c'est important. Moi j'ai bien aimé le F du racif, que vous avez sans commentaire, etc. Racif, et c'est une bonne idée, je trouve. Parce que le racif, ça fait toujours un peu rigide. C'est un peu rigide. Et avec le F, là. C'est le facilitateur. Il y a plein de trucs il y a à voir. Intéressant. Donc, servez-vous de ce petit document. Tu as distribué? Oui, vous pouvez. Alors, le livre blanc, il est disponible à l'adresse que nous Tu donnes il est sur Adélie. D'accord, il est sur le site Adélie. Parce que l'adresse ITCL va disparaître tout à l'heure. Et le site est plus accessible? Le site est plus accessible, sauf IT.fr est là encore. Mais le site internet qui va signer la version officielle, avec les chiffres officiels tout à l'heure, c'est les livres définitifs. Vous, les auteurs, il faudra qu'on puisse le trouver quelque part. Oui, mais on va. La seule question, j'ai pas. C'est réservé aux adhérents sur Adélie. Non, il était public. Oui, celui-là, il était... Oui, on est pas obligé de... La seule question à laquelle j'ai pas répondu pour l'instant, c'est est-ce qu'on peut laisser ou pas le logo ITCL dessus? Oui, c'est une question. Il y a ça, le logo.
Il y a le nom des auteurs, il n'y a pas de problème, et puis la question de la licence, au copyright. Parce que les auteurs, on avait obtenu leur autorisation de publication. Et effectivement, il y a des détails importants. Qui sont des questions. Oui, c'est un logo d'une organisation qui n'existe plus. En fait. Donc on peut le laisser sur la V1, mais la V2, on ne peut pas. La V2, on peut pas. Ah ben oui, parce que donc on doit pouvoir la laisser sur une V2 avec correction d'auteur. Là, c'est la même chose. Si on supprimait un paragraphe ou supprimer une virgule en plus, c'est pas... Mais il pourrait y avoir, je ne sais pas, une petite introduction pour dire que la V1 a été réalisée dans le cadre de l'ITSMF France, aujourd'hui disparu. On va avoir un petit préambule. Je vais regarder ça avec notamment Thierry. Ouais. C'est pas ce qu'ils ont fait par ailleurs, parce que je sais qu'ils ont publié récemment un nouveau livre blanc. Je ne sais pas sur quelle étiquette. Tout ceci est bien récent. Oui, parce que ça ne peut pas être ITSMF en général, il faudrait le... C'est ITSMF France. ITSMF France. Alors, on peut le faire relabelliser par ITSMF international, mais... Il faudrait le traduire. On peut le laisser en français. Mais ce sera un peu singulier. Vous demandez à nos amis canadiens de reprendre. Oui. Pas besoin d'être. Quoique. Il y a un chapitre canadien au Québec. Et ils ont ça fait la dose, ça fait l'intérêt. Enfin, purement, vous savez, Si, des fois, il y a des choses. Oui, on mettra un peu de mots à eux dedans. oui, On n'a pas le vocabulaire qui va bien. Quelle était la relation entre le TSMF France et le TSMF international? Alors, le TSMF international, c'est le dépositaire de marque TSMF. Qui labellisait chacun des chapitres. Oui, non, royaltisé. Et c'était uniquement un rôle de label. En fait, je crois que TSMF international, le propriétaire dit-il, qui reste propriété du gouvernement britannique, qui l'a relicencié maintenant à Londres. Donc, il devient très très compliqué à faire. Tout à fait. Mais non, ils sont simplement propriétaires du nom de la marque du forum. C'est une association aussi d'ailleurs. Ok, Alain, merci beaucoup. Merci.